Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcast ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant Extraterrien Newsletter. C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Salut Mathieu. Salut Barthélémy. Écoute, merci beaucoup de prendre le temps pour cet échange et pour cet épisode de podcast. Je suis vraiment hyper content de te recevoir sur le podcast Extraterrien. Alors, mes excuses encore une fois parce qu'effectivement, la première fois que je t'ai contacté, j'ai fait une petite bourde dans le prénom, un petit message copié-collé qui était très mal placé. Mais en tout cas, je suis hyper content de t'avoir aujourd'hui. Et du coup, tu écoutes des podcasts et tu as écouté plusieurs épisodes d'Extraterrien, c'est bien ça ? Ouais, bah écoute, merci à toi de m'accueillir sur le podcast. Et puis bah, je pense que si on prend pas le temps maintenant, enfin, c'est justement ça que je prône là, c'est ne pas se laisser abattre par la situation actuelle. C'est plus de prendre le temps pour autre chose et pour faire des nouvelles choses, pour découvrir. Et c'est ce qui m'a fait un peu venir sur les podcasts un peu plus en cette période, puisque avant, à chaque fois, je me disais bah tiens, il faut que j'écoute ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et puis bah là je remets tout à plat et je fais tout du coup. C'est cool. Et du coup, ça va, tu le vis pas trop mal ce confinement? C'est plutôt un bon état d'esprit d'essayer de faire tout ce que t'as pas eu le temps de faire durant l'année. Ouais, non, je pense pas qu'il faut le vivre mal. Après voilà, moi je suis de mon côté, il y a pas de souci de santé, mes proches aussi, donc ça va très bien. Donc c'est ça aussi, ça aide. Et puis après pour le vivre bien, eh ben il faut le prendre du bon côté, je pense, et le prendre plus comme une opportunité qu'un fardeau. Et puis comme je te disais, ouais, vraiment essayer de faire tout ce qu'on n'a pas eu ou ce qu'on n'a pas eu le temps de faire. Donc là, la première semaine, c'était nettoyage de l'appart, rangement. Après, on est passé à l'étape d'après, c'est se mettre à jour dans les papiers. Et puis l'étape d'après, c'est Ok. découvrir de nouvelles choses et vraiment s'ouvrir à de nouvelles activités. Donc franchement, le temps n'est pas trop long. Le seul petit hic, c'est voir les potes en physique, prendre des apéros, les petites choses comme ça, ou aller faire du sport entre potes. Ouais, ça manque un peu. Ouais, bah c'est clair, c'est clair. Je crois qu'on est tous les auditeurs et nous deux aussi en tant que grands fans de sport. Et je pense qu'on a tous un peu la jugeote là en ce moment et qu'on a qu'une hâte, c'est de sortir un peu de cette cage et de pouvoir aller bouger. Mais on en reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure. En plus, je suis un petit peu curieux de voir comment tu jongles ça avec ton activité du moment. Mais comme je te le disais, pour introduire le podcast, la tradition, c'est de te demander quel est ton premier souvenir de sport. Pouah, j'ai mis à part les activités physiques que je faisais chez mes parents, faire du vélo ou courir dans le quartier ou des choses comme ça. Vraiment un sport en tant que tel, je pense c'est soit de l'escrime, soit du judo. Ok, Ça va en faire sourire certains, mais ouais, j'ai avec mon coéquipier donc Gauthier avec lequel on a à peu prêt tout glané en canot et biplace. On se connaît, en fait, on a été mis ensemble depuis qu'on est né parce que nos mamans travaillaient ensemble. Et ok. d'où
cette connivence assez tôt qu'on avait. Et ouais, nos parents nous ont mis à peu près tous les sports de la ville. Donc on Ok, est né, ensemble, du coup, on est vous avez né, essayé tous ouais, les sports. exactement. On est né à Épinal dans les Vosges et la politique de la ville, c'était un peu de, de pas mettre un club en avant, mais de subventionner tous les clubs un peu près, équitablement de la ville. Et puis ouais, on a pu faire Génial. de l'escrime, de l'escalade, du judo ensemble. Et puis à un moment donné, bah, là, à l'âge de mes 7 ans, il y a Gauthier qui m'a appelé, il m'a dit ouais, viens, j'ai testé un sport, ça a l'air bien et tout. Donc c'était du kayak. Donc, parce qu'on commence par le kayak. Là, on va mettre les bases. Donc, le kayak et le canoë, c'est deux choses différentes, c'est deux embarcations différentes. On dit que c'est du Ouais, canoë-kayak parce que c'est le sport qui est comme ça. Et le canoë, on est à genoux dans le bateau et on pagaie que d'un côté. ouais, Donc, ça vient des Indiens. Donc, c'est ce que Tony faisait, ce que nous on faisait, canoë biplace. Donc, on était à genoux dans le ouais. bateau. Et du kayak, on est assis dedans et on a une pagaie double. On peut pagayer de chaque côté. Ouais. Et ouais, donc c'est pas pareil. Et ça vient des Esquimaux. Donc Ok. voilà, Et là du coup, on a vous avez posé commencé en les kayak? fondements. Ouais, Ok. donc tu commences toujours par le kayak parce que c'est plus facile parce que tu es assis, donc ton centre de gravité est plus bas. Et puis ouais, Ouais. tous les débutants, c'est pour ça que à chaque fois il y a une petite guéguerre entre les kayakistes et les séistes pour dire oui, voilà, j'ai les plus gros bras, vous êtes plus fort, on est plus fort. Non, non, mais ouais, on a commencé par le kayak et bah déjà là, on a la première séance, hein, concrètement, tu galères, tu luttes contre les éléments. Et le but du jeu à la fin de ta carrière, c'est Ouais. de jouer avec les éléments. Ok. Bon, bah, en tout cas, je confirme pour avoir rencontré Maxime Beaumont, du coup, qui lui est kayakiste sur 200 mètres, je crois, Ouais, en en course en ligne. Donc sprint. lui il fait de la course en ligne. Donc lui c'est du sprint, donc il Et doit vous aller faites le du plus vite slalom. d'un point A à un point B. Et nous c'est du slalom. Donc le but du jeu c'est dans une rivière avec des remous, des rouleaux, des vagues, de passer des portes. Et contrairement au ski, nous on n'a pas le droit de toucher les portes. Parce que si on touche une porte, c'est 2 secondes en plus sur le temps final. Et si on loupe une porte, c'est 50 secondes en plus. Donc là, c'est course D'accord. terminée. Mais il faut quand Ok, même d'accord. Ouais. Donc, toujours aller le plus vite, hein. Toujours ouais. cette notion de Et, chrono. et du Ouais, et ça se joue plus du coup, bah, tu me diras, vu que toi effectivement t'as fait plein de finales et que vous avez eu des victoires, est-ce que ça arrive quand même souvent d'être le premier, d'être le numéro un en ayant touché une porte ou en ayant loupé une porte? Non, c'est du jamais vu quasiment. Bah, c'est très dur en fait. Ça veut dire que t'as 2 secondes d'avance sur tout le monde, alors qu'en général, un podium ça se joue dans la même seconde. Après, D'accord, ouais. ouais, il y a déjà eu des courses où, par exemple, nous, ben, voilà, en 2017, on a été champion du monde on a touché une porte. Mais Ok, on est premier avec 7 centièmes d'avance à la fin. Et du coup, on avait quand même ok. 2 secondes et 7 centièmes d'avance parce qu'on avait la touche. Mais ouais, Ah ouais, donc ça se joue à ça rien. se joue à rien au final parce qu'on touche une porte, mais après voilà, c'est un tout quoi. Ça fait partie du jeu de toute façon. Ok. Et du coup, ouais, je voulais revenir un petit peu sur le duo. C'est hyper atypique, je trouve, et à la fois très beau comme histoire que tu as avec Gauthier. Vous avez tout de suite commencé à faire des compétitions ensemble. Il me semble que les compétitions, elles viennent plutôt à l'adolescence. Alors on a fait des compétitions en kayak. Bon, quand t'es jeune, tu Ouais, commences par des challenges piscine. Donc dans une piscine, tu fais des courses en fait. Donc ils divisent la piscine en deux et ils mettent des portes. Donc c'était assez ok, cool parce que t'as pas froid et puis l'hiver c'est un peu mieux quand même. Donc on passait nos dimanches dans les piscines à faire des courses. Bon, Gauthier était souvent meilleur que moi là-dedans. Et puis ok, parce que du coup ouais, on était confrontés l'un à l'autre, mais c'était pas, on voyait pas du tout comme ça, quoi. C'est juste on passait le dimanche avec les potes dans une piscine et puis si on avait une médaille, c'était cool à la fin. Et puis ouais, après à l'âge de 13 14 ans, enfin même avant, quand on était dans le club, on nous voyait tout le temps tous les deux de connivence. Et on nous a toujours dit, parce que notre premier entraîneur en fait avait participé aux Jeux Olympiques, ok, Atlanta et Barcelone. Donc tu arrives à 7 ans dans un club et c'est ton entraîneur, c'est quelqu'un qui a déjà fait les Jeux. Il avait fait les Jeux en canoë biplace. Et donc lui il ouais, nous a dit bah vous c'est sûr vous allez faire du biplace quoi, parce qu'il nous voyait tout le temps ensemble, fourrer ensemble. Et ouais, ouais, à l'âge de 13 14 ans, on a essayé et puis bah moi je suis droitier et Gauthier aussi est droitier, mais par exemple lui il tire avec son pied gauche au foot et dans le bateau dans ok, le C2 il faut bien qu'il y en ait un qui pagaie à droite et l'autre à gauche. Donc ça ouais, c'était assez vite vu puisque Gauthier préférait pagayer à gauche. Donc c'était tout bénef et après on se dit bah qui va devant, qui va derrière dans le bateau.
Du coup, à l'époque là, enfin même c'est resté pareil, mais moi je suis plus grand que lui, donc moi j'ai été derrière et puis lui devant. Donc voilà Ok, comment d'accord. on Ouais, donc décidé les ça s'est positions, fait hyper. c'est un peu en mode random et puis ouais, on a commencé comme ça et puis on a fini comme ça. Ok, et ça s'est fait hyper naturellement, quoi. C'est ça qui est beau, je trouve, dans l'histoire. Ouais, c'est ça et puis, en fait, ce qui nous a motivés tout au long, parce qu'on, même quand on avait 13-14 ans, on était avec une bande de potes, en fait, au club, d'Épinal. On partait tous les étés, dans les pays de l'Est, en Italie, faire des rivières et du coup, au fur et à mesure, nous, on est arrivés sur nos premières compétitions, on a commencé à gagner des compétitions, on sortait de nulle part, en fait, parce qu'on commençait du bas de l'échelle. Et puis là, il y a des mecs qui Ouais. étaient là depuis, je sais pas, 5-6 ans, ils nous voyaient arriver, ils faisaient: «Mais comment ils font?» Enfin, même je me rappelle des souvenirs, des fois, les mecs qui se disaient, mais ils allaient voir le chronomètreur, ils leur demandaient: «Mais il y a pas une erreur de chrono là? Comment ça se fait qu'ils sont devant nous?» et cetera. Donc ouais, c'était des débuts comme ça et puis après en catégorie junior, donc moins de 18 ans, on a gagné 2 fois les championnats d'Europe, donc ce qui était assez fou parce qu'on avait aucune, notion de performance, de rien de tout ça en fait. Mais nous, ce qui nous animait déjà, c'était la compétition, quoi, de mettre un dossard et puis à la fin d'être premier, c'est ce qui nous, ouais, c'est ce qui nous est rêvé, quoi. Et puis c'est ce qu'on arrivait à faire, quoi. À l'entraînement, à chaque fois, il fallait un peu nous pousser. On n'était pas des fanats de l'entraînement au début, mais on avait le talent. Ouais. Mais après, on a appris qu'avec le talent, on n'irait nulle part et du coup, il fallait remettre cette couche de travail et être assidu au travail. Et puis, c'est pas fait tout de suite, hein, mais au fur et à mesure, on a ajouté le travail au talent. Et puis, à la fin, je pense que ça a payé quand même. Bah ouais, c'est clair. Bah en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a marqué dans votre duo. C'est vraiment cette volonté cet esprit de la gagne, quoi, et cette volonté de gagner, parce que on entend souvent dans les petites interviews qu'on voit de vous à droite à gauche, quand on vous demande quel est l'objectif, il y en a toujours un seul, quoi. C'est la première place et rien d'autre. Et, euh, et on sent aussi que vous êtes des gros férus de boulot et tout. Et je voulais te demander, du coup, quand tu quand tu passes un peu les grades avec plus ou moins ton meilleur pote, quoi, comment est-ce que tu fais pour un petit peu des fois oublier la pression ou pour comment dire pour se dire les choses, c'était pas compliqué Bah, bien pour sûr, savoir sur quoi manger? enfin, si, des fois, c'était dur, par exemple, parce qu'on était tout le temps ensemble. Donc, on était colocataires ensemble, on allait en cours Ah ensemble. ouais. On a fait exactement les mêmes études. On a fait une école de commerce. Et puis, on allait sur l'eau ensemble. Donc, en fait, la journée, la première personne que je voyais quand je me levais, c'était lui. On déjeunait, on allait soit en cours, en l'entraînement, et puis vice-versa. Après, on mangeait, on retournait en cours ou bien à l'entraînement. Et puis après, bah, s'il y a, je sais pas, à l'entraînement, ça se passait mal, et ben, souvent, c'est jamais de ta faute, c'est la faute de l'autre. Enfin, après, c'est toutes des choses des techniques qu'on a appris en grandissant et puis avec l'expérience. C'est voilà, Ouais. de se remettre en question assez souvent aussi. Et puis d'essayer de pas rejeter sans cesse la faute sur l'autre. Et de surtout de se dire, voilà, lui, il a fait ça. Peut-être qu'il pensait que c'était bien à ce moment-là parce que c'était sa vision et on a chacun une vision différente. Donc c'est d'accepter et puis d'en parler. Alors c'est facile de dire après, mais ouais, des fois c'était assez chaud. Mais après on était assez intelligent pour dire bah, s'il l'a fait, c'était pour le bien du duo. Donc c'est à chaque fois le duo passait avant tout. Par exemple, quand on avait une discussion sur une figure ou de se dire qu'est-ce qu'on fait, bah, souvent moi je voulais passer à droite, lui il voulait passer à gauche. Donc ça c'était sans cesse. Mais on avait un coach qui était là et le but du jeu c'était on va tester sa solution, on va tester ma solution, mais à 100%. Et puis au final on va prendre non pas celle qui va faire plaisir à l'un ou à l'autre, mais on va prendre celle qui va être la plus performante et celle qui va nous permettre de gagner tout simplement. Ok. Et du coup là, tu mentionnes le fait que vous choisissez un parcours à l'avance. Tu as commencé un peu à expliquer le fait que c'était un choix, que vous le faisiez du coup à trois finalement. Ça prend combien de temps de préparer un parcours et ça prend combien de temps de préparer une course? Alors bah t'as soit le parcours à l'entraînement, donc là tu fais un peu ce que tu veux, les portes tu peux les bouger comme tu veux, donc c'est des portes qui sont mobiles dans toute la largeur du bassin et la longueur, donc vraiment tu peux mettre 50 Ouais. portes. Donc ce que je parle, une porte que je explique, hein, c'est deux piquets qui sont suspendus et tu dois passer entre Ouais. les deux. Et dans une course en général il y a entre 18 et 21 portes, donc il y a des portes vertes qui sont dans le sens du courant
et des portes rouges qui sont dans le sens inverse. Donc, en général, c'est les portes rouges qui font très mal au bras. Et il y a des fois, il faut prendre des options. Donc, on peut pas passer directement d'une porte à une autre. Il faut faire une petite figure qu'on appelle une inversion ou un back arrière. Donc ça, c'est assez technique, mais je vous encourage à aller voir des vidéos sur Internet, même sur YouTube, où vous devez retrouver nos vidéos des jeux, des championnats du monde. Et en général, dans les parcours comme ça, en jeu, il y a beaucoup d'options justement. Et en choisissant ces options, il faut discuter parce qu'en fait, dès qu'un parcours est mis en place, donc il y a un traceur, donc officiel, désigné par la Fédération internationale, qui met les portes en place. Et dès lors que le parcours est en place, nous, on n'a pas le droit de le tester. Donc le but du jeu, c'est que nous, on va être au bord du bassin et on va regarder où sont placées les portes. Avant, on a fait beaucoup d'entraînement, on a essayé de voir toutes les options, d'essayer de ratisser vraiment large, quoi. Et après, chaque bassin a ses spécificités, on sait d'expérience que telle figure peut être mise là, etc. Mais une fois que le parcours est en place, c'est que du visuel, de l'imagerie mentale, et de se dire, moi dans ma tête, avant une course, par exemple, en général, c'est l'avant-veille au soir que le parcours est monté, comme on dit. Et puis après, tu analyses le soir, et puis le lendemain matin, c'est ta course. Donc moi, du soir jusqu'au matin, je pense que le parcours, je le fais une 50aine de fois dans ma tête, en fait. Je m'imagine, et puis au début, avec Gauthier, on est chacun de notre côté, on regarde. Et puis après, on se rejoint et on débriefe en fait de ce qu'on a vu, de ce qu'on pourrait faire. Et puis après, il y a le coach qui est là en plus, qui arrive et qui analyse avec nous. Il apporte un peu sa pierre à l'édifice, son regard extérieur. Et puis après, des fois, même nous, des fois, on se sous-cote entre guillemets. On se dit ah ouais, mais là, ça va être dur, on va pas réussir. Et c'est là que le coach est important parce qu'il a un regard extérieur. Il va dire mais si, mais vous le faites 100 fois en entraînement et là, vous voulez pas le faire en course. Là, du coup, t'es un peu piqué au vif, tu te dis, si, en fait, c'est bon, on le fait les doigts dans le nez, quoi. Et puis après, faut savoir aussi que quand on est au départ de la course, donc par exemple le lendemain matin, et ben avec Gauthier, moi je sais exactement ce qu'il va faire pendant 1 minute 30, ça dure environ 1 minute 30 une course. Et lui, c'est exactement ce que je vais faire, c'est-à-dire qu'on va pas du tout parler pendant 1 minute 30, on va se focus sur le moment présent. Et parce qu'on sait très bien qu'on a mis en place un projet théorique. Et le plus dur, ça va être de rejoindre ce projet théorique pendant la course. Et on sait très bien on va être sans cesse en phase d'adaptation. C'est comme dans la vie, t'as beau planifier tout ce que tu veux, mais dans tous les cas, il va jamais se passer ce que t'as prévu. Donc il faut sans cesse s'adapter. Et là, en 1 minute 30, il peut se passer beaucoup de choses, surtout avec les mouvements en dos. Donc c'est de l'adaptation du tac au tac, et c'est là que notre connivence en fait rentre en jeu, où en fait on se connecte, c'est comme si on se connectait en Bluetooth, tu vois. Et des fois on n'a même pas besoin de parler parce qu'il va sentir que moi je pagaie plus fort, et du coup il va se dire ah mince, il y a peut-être une porte qui a été touchée, je vais accélérer. C'est ce qui s'est passé en sélection pour aller aux Jeux Olympiques. Il y a qu'un seul bateau qui en France par catégorie qui part. Et du coup, il faut faire des sélections. Donc ça, c'est le plus dur en fait dans une carrière, parce que t'es il y a 1 semaine, il y a 3 courses, et le but du jeu, c'est de remporter 2. Si tu remportes 2 courses, c'est bon, et 3, c'est tout bon. Et on touche une porte, mais c'est moi à l'arrière qui touche la porte. Et du coup, Gauthier pouvait pas le voir. Et à ce moment-là, je peux pas dire j'ai touché, parce que c'est déjà de dire j'ai touché, ça va me prendre trop d'énergie. Et du coup, j'ai juste forcé le coup de pagaie. Il a senti que je pagayais plus fort, parce que en fait, on était comme sorti du plan de jeu. Donc moi, j'ai adapté parce que il fallait accélérer, mais sauf qu'on était en début de parcours. Donc si tu allais accélérer en début de parcours, le but du jeu, ça va être de tenir physiquement en fin de parcours, parce qu'en général, tu vas être plus attaqué physiquement que prévu. Et du coup, lui, il a attaqué parce qu'il a senti que j'attaquais, et au final, on gagne la course avec une demi-seconde d'avance, quoi. Mais c'est des années d'expérience qui, dans cette situation, ont bien fonctionné. Ouais. Et en tout cas, écoute, c'est passionnant ce que tu racontes. Enfin, tu vois, là, j'ai l'impression d'être à bord avec vous deux. Est-ce que ça se travaille quand même? Je pense qu'il y a beaucoup de naturel. Effectivement, vous connaissez depuis que vous êtes gamin. Mais est-ce que vous avez travaillé peut-être d'une manière un peu spécifique, je sais pas, avec un préparateur mental? Est-ce que vous avez fait des exercices un peu pour développer cette complicité? Alors non, enfin, je sais pas s'il y a des... Mais il doit y avoir dans les équipes des team building, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais avec Gauthier, on n'a jamais eu besoin de faire ça, parce que je pense que c'est la vie qui nous a... On a vécu ensemble des victoires, des défaites. Enfin, la 4e place à Londres, tu vois, aux Jeux Olympiques de Londres, enfin, c'était une
grosse défaite pour nous et voilà, on aurait pu tout balancer, on aurait pu dire parce que physiquement c'est Gauthier qui a touché la porte, parce qu'on a touché une porte en fin de parcours et du coup on est quatrième. Mais tu dis ouais, enfin tu sais, j'aurais pu dire ouais, c'est toi qui as touché, t'as fait nimp, etc. Enfin c'est une grosse course en jeu, donc il y a beaucoup de choses qui peuvent ressortir derrière. Mais justement avec l'expérience, on s'est dit ben ça sert à rien de réagir comme ça. On est deux dans le bateau. S'il faut, moi j'ai fait un truc, il a déséquilibré, il a touché. Enfin bref, il y a plein de choses. Donc c'est pas, même si c'est lui physiquement qui touche la porte, c'est impossible de lui remettre la faute dessus. On est deux dans le même bateau. On sera deux Ouais. à gagner, mais on sera deux à perdre aussi. Donc ça, il y a pas de souci là-dedans. Et non, je pense que c'est juste l'expérience. Après, préparateur mental, on a testé parce qu'il faut jamais dire non avant d'avoir testé. Mais ça nous a pas plu, donc on l'a pas fait. Et je pense pas que je pense pas ça nous ait porté préjudice. Après, des choses qu'on aimait bien, parce que en fait, au fur et à mesure de notre carrière, bah, à un moment donné, comme je te disais, on a mis un gros coup de boost au niveau entraînement. Donc on était des férus de l'entraînement, quoi. C'est ce qui nous faisait kiffer aussi, l'entraînement. Ouais. Mais après, par contre, on n'allait pas s'entraîner pour s'entraîner, quoi. Il nous fallait une petite carotte. Donc c'est là que le coach aussi est important, parce qu'il est là pour rendre l'entraînement pas mieux que la veille, mais avec un nouveau défi, tu vois. À chaque fois, avoir un nouveau Un petit défi. peu plus ludique, ouais. Et puis en général, l'hiver, on partait au chaud s'entraîner, donc soit en Australie, soit à Dubaï. Donc les destinations font rêver, mais nous, on n'était pas là pour s'amuser, quoi. C'était vraiment 2 à 3 entraînements par jour minimum, toute la semaine. On avait que le dimanche de repos. En général, le dimanche, t'as pas envie de bouger parce que t'es éclaté, quoi. Et puis le lundi, tu y retournes. Donc le but du jeu, des entraînements, parce que c'est à ce moment-là de l'année où tu prépares l'été, donc là où il y aura toutes les courses, c'est là que tu prépares le championnat du monde. Donc si tu commences à aller à la plage, à aller faire du surf, bah, tu sais que ta saison derrière elle est morte. Donc ouais, des Ouais. entraînements, des fois le coach il nous a poussé dans nos retranchements, mais nous on n'y allait jamais avec Arcelon, quoi, parce qu'on avait l'objectif ultime en tête, on avait les Jeux Olympiques. Et puis on avait le couteau entre les dents, quoi. Des fois on s'est surpris à faire des entraînements pendant 1 heure où on était tout seul avec le coach, où il nous faisait baver, on faisait des tours de bassin, et il avait le chrono en main. Allez, c'est 2 secondes trop lent, et bam, tu repars sur un tour, et tu sais qu'il faut que tu gagnes 2 secondes alors que t'étais déjà à fond. Donc là, après 1 heure d'entraînement, il dit, bah non, c'est pas fini, maintenant vous allez faire une séance de chrono contre les Allemands, les Tchèques, les Slovaques, donc les champions du monde en titre, les vainqueurs de Coupe du Monde, enfin tout le monde, donc il avait invité tout le monde, et on était en chrono contre eux. Et là, du coup, bah, tu te dis, ah ouais, bah, c'est reparti, quoi. Et là, du coup, bah, des fois, on arrivait à gagner la séance. Donc là, tu te dis, après 2 heures d'entraînement, tu te dis, bah, là, on a fait du bon boulot, quoi. T'es satisfait de la journée, tu sais que tu t'es pas levé pour rien. Des fois, bah, tu prenais une raclée par tous les autres bateaux. Et là, tu te dis, ah bah, prochain entraînement, on va encore donner 2 fois plus, quoi. Ouais. Mais en fait, Ouais. tu savais pourquoi tu étais là et tu savais pourquoi tu faisais ça, quoi. C'est ça le plus important. Parce que si tu dis à un athlète, bah, fais ça, et puis bah lui il le fait, mais bon, ça va marcher à court terme parce qu'il sait pas pourquoi il le fait. Et ouais, c'est à court terme ça va marcher, mais pas à long terme. OK. Donc vous, ouais, la carotte, c'était, de vous mettre en compète avec les autres. Mais d'ailleurs, tu as évoqué la présence de vos adversaires sur le bassin. Ouais. Mais en gros, vous entraînez aux mêmes endroits, tu les vois souvent, c'est quoi? C'est comme le monde est petit, au final, vous êtes souvent à vous entraîner ensemble? Ouais, ouais, c'est ça, parce Comment que ça par se passe? exemple, quand nous l'hiver on va en Australie ou à Dubaï, bah, enfin tout le monde en fait va là-bas. Eux aussi? Et OK, parce que c'est le d'accord. cycle d'entraînement qui est comme ça. Et puis on sait qui va à quelle période, etc. Donc on se rencarde et puis on se fait des séances comme ça. Et puis ça fait. En fait, c'est une grande famille, hein, la famille des canoës biplace. Enfin, c'est des mecs qu'on connaît depuis longtemps. Et puis même là, à l'heure actuelle, on reste en contact. Donc ouais, bah, tu vois, les Allemands. Nous à Rio on fait troisième, et il y a des Allemands qui font quatrième, donc ils étaient champions du monde en titre. Et bah Ouais. ils arrivent quatrième et bah voilà, enfin direct après, c'est pas bande d'enfoirés, vous avez fait troisième, etc. Tu resserres la main, on se fait un hug et puis voilà, nous on va sur le podium, quoi. Mais et puis ils étaient Mmh. contents pour nous, comme nous on était contents pour eux quand ils ont fait champion du monde, et puis nous on a fait troisième l'année d'avant. Mais ouais, il y a aucune rancœur, c'est de la compétition saine.
Mais ça, c'est à l'arrivée, hein. Par contre, au départ ou bien quand moi j'arrive le matin au bassin pour ma course, voilà, j'ai plus de potes, hein. C'est juste mon coéquipier, moi et puis mon bateau. Là, j'ai même les Français, tu vois, parce qu'on se bat aussi contre les Français. Donc non, non, moi j'avais plus de potes. Mais c'est marrant parce que dans certaines des vidéos, des images qu'on voit de toi, on le voit un peu, t'as le regard un peu sombre, un peu dur et on sent que ça rigole pas, on sent que t'es dans ta bulle et qu'il y a qu'un seul objectif, quoi. C'est marrant parce que on le voit pas sur tu vois, on le voit beaucoup moins sur Gauthier, par exemple, qui a peut-être un peu plus un visage un peu plus doux, on va dire, et c'est peut-être la barbe aussi qui fait ça, tu me diras, mais mais je trouve que vous vous complétez bien. Lui, là où lui, il fait un peu gueule d'ange. Toi, tu fais effectivement, t'as le regard un peu plus dur et je trouve que le duo marche bien en tout cas. Je trouve, enfin, de l'extérieur, quoi. Ouais, mais Et même à l'intérieur, c'était ça le plus important, en fait, c'était bah, tu vois, lui était plus tempéré, alors que moi j'étais plus direct. C'est-à-dire que des fois, dans des situations, eh ben, il a fallu foncer, du coup, on a foncé parce que du coup, j'ai pris le lead. Et il y a des ouais, situations où bah, il fallait plus tempérer, alors que moi, j'aurais eu plus tendance à foncer. Et du coup, on a tempéré, et c'était la bonne solution. Et puis, c'est lui qui a pris le lead, quoi. Il n'y avait pas un seul leader dans le bateau, c'était un lead partagé. Et puis ouais, enfin, je pense ça a très bien marché comme ça. Après, est-ce que ça aurait pu mieux marcher? Je sais pas. Mais nous, on l'a vécu ok. comme ça, quoi. Ouais, non, mais on sent que vous faisiez une bonne paire. Je voulais je voulais te demander un petit peu, qu'est-ce qu'il y avait dans ta préparation physique, parce que je sais que ça, on dirait, enfin, ça se voit quand même, c'est un sport ultra intense. Les courses en moyenne, tu l'as dit, c'est 1 minute 30. Pendant 1 minute 30, c'est sur l'eau, donc tu dois monter à fond dans le lactique, j'imagine, au niveau des bras. Comment est-ce que ça se travaille et comment, j'imagine que vous passiez énormément de temps dans l'eau, mais quand vous étiez pas dans l'eau, qu'est-ce que vous faisiez pour compléter l'entraînement? Alors ouais, c'est beaucoup d'heures aussi de passer à la salle de muscu. C'était trois séances de muscu par semaine. Après nous, on a commencé tardivement la Ouais. muscu, hein. On a commencé qu'à 18 ans. Ok. Euh, mais après voilà, par exemple, donc les chemins du monde étaient en septembre en général, donc on faisait un programme rétroactif. Du coup, c'est octobre en général, c'était off, et après novembre, on retourne à l'entraînement. Mais on retournait pas à l'entraînement direct en bateau ou quoi. Nous, ce qu'on aimait bien avec Gauthier, c'est de faire beaucoup, beaucoup d'autres sports. Donc, soit du VTT, du trail, de la course à pied, de l'escalade. Ok. Nous, du ski de fond l'hiver, parce qu'on habite dans les Vosges, et du coup, c'est assez facile. Donc, on Bien aimait sûr. bien varier. Donc, le ski de fond, ça te donnait la caisse. Tu pouvais taper de l'endurance, tu pouvais y aller. L'escalade, ça permettait de faire soit une séance de muscu en plus ou bien de remplacer une séance de muscu par de l'escalade parce que ça aide bien au niveau des bras et puis de la coordination aussi surtout. Et puis ouais, Ouais. on est bien varié. Et après, au fur et à mesure que les compétitions avançaient, bah tu fais de plus en plus que du bateau. Et puis les muscles sont plus spécifiques, quoi. Ça va être donc l'hiver des grosses phases d'endurance et de force. Et après, ça va être du statodynamique et après juste du dynamique Ouais. quand les compétitions arrivent. Et puis après, quand les compétitions sont là, en général, je fais plus qu'une muscu par semaine et puis c'est juste de l'entretien. Et puis des fois aussi, c'est psychologique, hein. Des fois, on s'est vu aller en muscu, mais c'était juste pour dire, ouais, on en fait une pour garder le contact. Mais après, ouais, c'est juste du bateau. Et puis de toute façon, en général, l'été, quand les compétitions sont là, il fait très beau, donc on a juste envie d'une chose, c'est d'aller sur l'eau. Et puis Hmm. pas autre chose, quoi. Mais le plus Ok. important aussi, c'était d'aller sur le bassin parce que comme l'objectif ultime chaque année, c'était les championnats du monde, puis tous les 4 ans les Jeux, bah, c'était d'aller s'entraîner sur le bassin où avaient lieu les championnats du monde, parce que chaque bassin a ses spécificités. Et ouais, il faut le connaître par cœur. Il faut limite, même si c'est impossible, arriver à anticiper chaque mouvement d'eau, essayer de recréer toutes les situations possibles et inimaginables des parcours. Donc Ouais. ouais, on a passé Ouais, ouais, je beaucoup vois. de temps, bah, sur le bassin de Prague, sur le bassin de Bratislava, Rio, ouais, c'était beaucoup de déplacements et beaucoup de découvertes aussi. C'est ça qui est bien parce qu'on a pu découvrir des villes qu'on n'aura jamais pu faire en temps normal. On a été aux États-Unis aussi à Deep Creek, près de Washington. Enfin, c'était même aussi des belles rencontres avec des personnes, donc on a gardé contact. Donc c'est ça aussi qui est bien dans le sport, c'est que ça permet
de voyager et de découvrir des nouvelles cultures. Ouais, ouais, c'est clair. Et mais du coup, vous étiez encadré par une fédé? Ou il me semblait que tu devais travailler, toi, pendant un moment que tu travaillais à côté, pendant quelques mois de l'année, tu devais bosser un peu. Ouais, alors nous on était donc dans la FFCK, donc on est au club d'Épinal, donc jusqu'aux sélections, enfin même toute l'année tu représentes ton club. Même à l'heure actuelle j'ai arrêté, je suis toujours licencié au club d'Épinal. Et puis notre Ok. fédération, ouais, dès que tu rentrais dans les sélections, dès que tu te sélectionnais donc dans le top 3 des bateaux pour les chemins du monde ou bien pour les jeux, donc c'était un seul bateau, bah, tu représentais ta fédération, donc sur chaque course internationale, que ce soit les chemins d'Europe, un circuit Coupe du Monde et les chemins du monde. Après, on travaillait avec Gauthier, donc on a fini nos études, on était diplômé de l'école de commerce en 2012, 2013, et ouais, direct en 2013, Ok. on est rentré dans le dispositif athlète SNCF, donc au sein de la SNCF. Donc tu travailles 30-40% de l'année, et le reste de l'année, tu es détaché pour t'entraîner, pour faire des compétitions. Donc ça nous permettait d'avoir un statut social, d'avoir un salaire, et aussi de préparer l'avenir. Donc c'est-à-dire qu'on a fait tous les deux un métier en rapport avec nos études, donc on était dans le marketing et communication. Donc Ouais. ce poste était sur Paris, donc on passait 3-4 mois d'affilée sur Paris. Et après le reste de l'année, on était détaché. Après pour beaucoup, ça peut paraître pas beaucoup, ça pourrait dire ouais ils sont avantagés, ils travaillent que 30%. Mais en face de nous, on se battait contre des mecs, des Slovaques, des Allemands toujours, des Tchèques, parce que c'est les grosses nations de la Kanak, Ouais. ben, qui eux étaient professionnels à 100%. Donc ils travaillaient pas, mais ils étaient payés toute l'année à s'entraîner. Donc est-ce que ça a créé un gap? Est-ce Hmm. que ils ont été plus forts que nous? Non. Mais après, puisque nous, voilà, c'est comme chaque situation, ça sert à rien de se dire ah ouais, mais moi je vais prendre du retard à aller travailler. Non, il faut le prendre dans l'autre sens. On s'est dit bah ça va nous offrir à autre chose. On va faire une pause, mais on va continuer à s'entraîner. On s'organise différemment. Et puis on va pas prendre de retard. C'est juste que on va décaler notre préparation et c'est que du plus. La situation est comme ça, donc il n'y a pas besoin on la tourne à notre avantage. Ouais. Bah écoute, ouais, c'est vachement intéressant ton point de vue parce que c'est la première fois que j'entends un sportif le tirer, enfin tirer autant de positifs de ça. Je te cache pas que j'ai entendu des fois quelques sportifs m'expliquer que la situation était un peu compliquée parce que effectivement, bah comme tu le dis, quand tu te bats face à des athlètes professionnels et qui peuvent se consacrer à 100%, et ben ça c'est forcément un petit peu plus dur, mais effectivement. Enfin, tu peux en faire une force et je trouve que en tout cas, vous avez réussi à en faire une force, quoi. Bah, t'es obligé en fait, tu peux pas te lamenter. Enfin même tu vois, tu peux. Enfin, il y a plein d'exemples aussi. Il y a même des exemples avec le dopage. Quand tu sais que tu te bats contre des athlètes qui sont dopés, donc nous on n'a jamais eu ces cas dans notre Ouais, sport. Mais bah ça doit être frustrant parce que t'as des médailles. Enfin c'est pas tant les médailles, mais c'est les moments de gloire ou les moments où tu passes la ligne qui te sont volés. C'est ça ouais, le plus frustrant. Après, ouais, c'est clair. même si tu sais que derrière, bah, c'est presque, enfin, c'est pas certain, mais il y en a beaucoup qui vont être attrapés par la patrouille, c'est sûr et certain, avec le temps. Mais du coup, toi, je pense que tu dois te sentir frustré aussi de vraiment, ouais, c'est le moment, en fait, qui est volé. C'est sûr, c'est ça la différence, quoi. C'est le moment qui est volé. Même si tu récupères ta médaille, même si t'es quatrième et qu'au final tu récupères une médaille de troisième ou bien le titre sur tapis vert, bah, le plus frustrant, ouais, ça doit être que ce moment t'es volé, quoi. Enfin, moi j'ai jamais éprouvé ça, mais ouais, c'est, Ouais. c'est inimaginable, je pense. Ouais, ouais, bah, j'en parlais justement. C'est marrant que t'en parles parce que j'en parlais avec Maxime Beaumont, lui qui racontait. Il avait une très bonne amie, une internationale effectivement, qui avait récupéré une médaille comme ça. Et bon, lui, ouais, il mentionnait aussi, bah, effectivement, le monter sur la boîte, l'hymne, tes parents, les moments de fête. Les petits passages un peu aussi de tout ce que tu as mentionné, effectivement l'émotion où tu passes la ligne et puis aussi tout ce qu'il y a derrière, la renommée médiatique, le chèque. Tu vois, il y a même aussi des détails qui sont pas des détails finalement, tu vois, de et ça effectivement ça doit être frustrant. Tu as parlé un petit peu du coup tu parlais un peu de dopage, c'était euh, j'ai l'impression que ça touche plus ou moins tous les sports. Vous dans le canoë, il y a eu des histoires?
de Non, place à peu près? pas tant dans le slalom, plus en course en ligne, donc comme tu Ouais, en peux course en l'imaginer, ligne, on monte ouais. chez eux. Mais chez nous, c'est compliqué parce qu'il y a une grande partie d'aléatoire avec les mouvements d'eau, donc après, peut-être qu'il y a eu, mais moi j'en ai pas connaissance, sur de la prise de masse ou des choses comme ça, mais soit il y en a jamais Ouais. eu, soit ils se sont jamais fait prendre par la patrouille. Ouais, OK. Mais Mais on est après c'est suivi, toujours hein, le plus même nous on était dans le programme cible ADAMS, donc ça s'appelle, donc tous les jours on devait se géolocaliser et donner un horaire où ils peuvent venir. Donc ouais, enfin nous on était dans le programme, il y avait pas de ouais. souci. Enfin même j'ai une anecdote aux Jeux Olympiques à Londres. On arrive l'après-midi déjà on était en train de s'entraîner au bassin. On me dit ouais, il y a quelqu'un qui te cherche au village olympique. Je fais, mais qui me cherche au village olympique? Du coup on arrive et là donc ça toque. Donc il y a le contrôleur antidopage, il vient me chercher. Donc bien sympa le gars. Donc je fais mon affaire. Et puis je rentre me coucher, mais c'était le soir. Et puis mais c'était toujours avant les épreuves. Et Ouais. puis après, il y a 2 jours plus tard, ça ressonne à la porte du village olympique. Et là, la même personne. Et là avec le sourire, je lui dis bah alors, tu viens prendre qui cette fois-ci? Donc il vient parce que moi j'étais en appartement avec Gauthier, puis Denis Gargaud, donc lui a gagné l'or. Il dit Ouais. bah pour toi. Je dis mais encore? Eh oui. Alors que sauf que moi j'avais été aux toilettes juste avant parce que j'étais prêt à aller au lit quoi, il était 10 heures. Et du coup je retourne là-bas, donc je dois boire parce que j'avais peu envie. Du coup je fais mon affaire, c'était trop clair. Du coup je dois attendre une demi-heure sans boire. Et voilà, tu Ouais. refais. Et du coup là c'était toujours pas bon. Sauf qu'il y a une règle au village, et quand c'est 2 fois c'est pas clair, c'est quand même bon, tu peux y aller. Alors qu'en temps normal, quand t'es pas au village, tu dois encore attendre une fois. Et du coup, je rentre OK. et je me suis refait contrôler une troisième fois juste après les épreuves qu'on a fait troisième. Mais là, il y avait pas de souci, ils pouvaient me contrôler 10 fois si vous voulez. Tant que t'as ta médaille. Mais ouais, tu le prends avec le sourire. Après, voilà, ça fait. En fait, toutes les personnes qui râlent là-dessus, mais je pense, on est professionnel, semi-professionnel ou quoi, mais ça fait partie du job. Ouais. Ouais, Après, bien les sûr. horaires, on peut mettre ce qu'on veut. On peut mettre 6 heures, 5 heures du mat, 3 heures du mat. Tu peux mettre 18 heures. Tant que t'es chez toi, y a pas de problème quoi. Donc non non, ça fait partie du job, et puis y a pas besoin de râler quoi. Ça fera juste une petite story Insta et puis voilà. Ouais, OK. Bon, bah, en tout cas, merci pour, cette petite anecdote parce que c'est vrai que j'en parle pas toujours et effectivement, c'est marrant d'avoir un petit peu les coulisses de comment se passe un contrôle antidopage et du stress que ça peut aborder. Moi, j'avais eu, c'était avec Benjamin Offray, ouais, pareil, lui, il avait, carrément loupé, il avait loupé son bus pour rentrer au village olympique parce que le contrôle antidopage était juste après la compète. Et il était bloqué à la piscine et il n'avait pas pu rentrer chez lui. C'était assez marrant. Mais là, du coup, tu parles un petit peu de Rio. Effectivement, Rio, c'était une très belle équipe de France en canoë biplace. C'est ton meilleur souvenir, toi, aujourd'hui, en tant que sportif? Enfin, oui et non, enfin il y a pas de meilleur souvenir. En fait, ouais, on nous demande souvent ça, un meilleur souvenir, mais il y en a plein en fait, parce que vu que maintenant j'ai arrêté ma Ouais. carrière, j'ai eu le temps de me repencher dessus. Peut-être que quand j'étais en carrière, j'aurais pu dire oui, c'est celle-là ou celle-là mon meilleur souvenir. Mais du coup là, n'étant plus en service, non, j'ai plein de bons souvenirs en fait. C'est ça qui est bien, c'est voilà, le souvenir ému de Denis Gargaud quand il gagne. Enfin, c'est un mec. On s'est connus en junior quand on avait 16 ans. Quand j'ai vu débarquer là-dedans en équipe de France, mais je fais mais c'est qui ce gars quoi? Parce que nous on était déjà là depuis 1 an, 2 ans. Et du Ouais. coup et puis là il arrive ses premiers Jeux Olympiques. T'arrives après Tony Estanguet. T'as Ouais, tu tout, l'impression. t'as tout pour sauter. Lui il est là, il arrive, il gagne quoi. Moi Ouais. j'étais fou. C'était avant notre épreuve à nous. Et puis du coup après nous on rentre direct au village olympique. Je sais même pas si on a attendu la Marseillaise. Et puis comme 4 ans avant, parce qu'en 2012 on était au jeu avec Tony. Et Tony c'est pareil, on Mhm. l'avait vu gagner, et donc c'était avant notre épreuve aussi. Puis après il était rentré, on était dans le même appart que lui. Il nous a montré sa médaille et tout, et nous on était comme des gosses quoi. Enfin en plus c'était nos premiers jeux, on touchait une médaille olympique toute fraîche. Enfin, on s'est dit ouais c'est pour nous quoi 2 jours après, sauf que nous on faisait quatrième. Et là Denis pareil il rentre. J'avais un flashback de 2012 quoi.
Il rentre avec Ouais, sa médaille et tout. Il devait aller, donc il était juste venu se changer pour aller après au Club France, là, pour sa tournée média, puis pour faire la teuf, quoi. Sauf que moi, j'étais dans la même chambre que lui, quoi. Et donc je lui dis, bah fais gaffe quand même, me réveille pas tout bourré ou je sais pas si tu vas boire que de l'eau, j'en sais rien, mais et ouais, c'est pas tant mes meilleurs souvenirs. Bah si, j'ai mes meilleurs souvenirs aussi quand on gagne en 2017 hein, à Pau, on est champion du monde. Enfin, c'était la folie. Ouais, Même au jeu quand ouais. on gagne la troisième place, mais c'est plus des souvenirs partagés comme ça, un peu qu'on penserait un peu de seconde zone, mais c'est les plus forts quoi. Ouais, ouais, c'est les petites anecdotes un petit peu à côté, un peu personnelles. En tout cas, merci de les partager, ça fait hyper plaisir. Euh, je vais aborder peut-être un sujet qui est un peu moins fun. Ça a été celui un peu de la fin de votre carrière. Ouais. Je pose un peu une question rhétorique, mais en gros, si j'ai bien compris, votre fin de carrière, elle a un peu été contrainte. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce qui s'est passé? Ouais, c'est exactement ça. C'est donc en fait on s'entraînait depuis un petit bout de temps. On entendait que bah, le canoë biplace allait être rayé de la liste au sport, enfin au programme des Jeux Olympiques. Pourquoi? Bah, parce Ouais, qu'en fait dans notre sport de slalom, donc il y a 4 médailles. Donc enfin historiquement, ouais, il y en avait 3 pour les hommes, une pour les filles. Donc après les tenants, les aboutissants exacts, je les ai pas. Et je les ai demandés, mais je les ai toujours pas. Donc, la décision finale a été d'enlever le canoë biplace et de mettre le canoë dame. Donc comme ça, normalement, enfin c'est pas normalement, mais ce qui aurait dû se passer au jeu à Tokyo en 2020, il y a canoë homme, canoë dame, kayak homme, kayak dame. Donc c'est clair, net, précis. D'une pierre deux coups, ils font ils font la parité et puis ils enlèvent un athlète, quoi, parce que nous on représentait 2 athlètes. Et donc c'est tout simplement ouais, comme ça. Enfin, c'est la décision qui a été avancée. Et après, pourquoi? Enfin, le timing. Est-ce qu'on n'aurait pas pu récupérer une médaille ou tourner? Enfin, il y a plein de choses. Mais donc on n'a pas eu notre mot à dire. Et puis on sait toujours pas comment, à quel endroit c'était décidé, par qui, par quel vote. Donc c'est ça le plus frustrant. Donc bah ouais, de toute façon, même si on s'est dit ok, on n'a pas eu je le répète, on n'a pas eu notre mot à dire. Donc en 2016, on savait à peu près que c'était nos derniers jeux, mais c'était pas acté. Et du coup, ouais. bah, arrive la fin, on est troisième, donc après on se remet assez vite au boulot parce qu'on savait qu'en 2017 les championnats du monde étaient à Pau, donc sur le bassin où on s'entraînait quotidiennement. Donc les championnats du monde arrivent, bah nous À la maison, ouais. on gagne, donc ça c'était la cerise sur le gâteau. Après, on avait quand même senti déjà que le traitement fédéral était on était un peu devenus des parias parce qu'on était plus, ouais, on était plus dans les mêmes conditions concrètement. Et après arrivent les championnats de France 2018, donc les championnats de France étaient les sélections également pour entrer en équipe de France. Donc là, bah, le championnat de France c'était un peu tronqué puisqu'on n'avait pas les championnats de France de tout le monde se passaient sur 2 bassins différents, donc un en Espagne à la frontière franco-espagnole à la CO d'Urgell, donc sur le bassin de Barcelone des Jeux de 92. Euh, Ok. 92 si je dis pas de conneries. Ouais. Et, Ouais, c'est ça, ouais. et bah nous on n'a pas eu le droit à ces courses là-bas. En fait, la fédération a décidé que bah, les canoës places, ça serait juste une seule course après que tout le monde ait fini en Espagne et à Pau. Donc ça c'était un peu frustrant. Il y a eu 2 3 vidéos. Enfin, et puis après on a entendu que les consignes avaient été données de remballer au moment où on passait. Enfin ouais, c'était assez frustrant, assez fou quoi, assez bizarre en fait. Et du coup on a fait nos chemins de France, donc on gagne. Et puis après on a appris en fait juste une semaine avant le chemin de France qu'en fait notre saison était finie au chemin d'Europe, donc un mois plus tard. C'est-à-dire que notre catégorie était rayée des chemins du monde, des coupes du monde, et puis qu'il ne restait plus que des chemins d'Europe. Et puis après, si on voulait, on pouvait recandidater pour des chemins de France en 2019 et des chemins d'Europe. Puis après, par contre, il y avait rien d'autre, il n'y avait plus de course internationale, enfin mondiale. Ouais, c'est dingue quoi. Donc en l'espace de 6 mois, vous apprenez que votre sport n'existe plus sur la scène internationale, donc à la fois olympique et sur le circuit Coupe du Monde, quoi. Ouais, exactement. Mais il y a pas eu de attention. En fait, on s'est entraîné tout l'hiver, on a réuni les fonds pour fonctionner, pour faire des stages, etc. Et puis une semaine avant les sélections,
on vous dit bah non, votre saison elle se finit dans un mois en fait. Enfin même votre carrière quoi. C'est Donc, dingue. c'était ça le plus frustrant. Après voilà, on arrive au chemin d'Europe, c'était à Prague. Enfin, on était là, mais on n'était pas là, quoi. Enfin, ça servait à rien, quoi. C'est une course avec les potes, quoi. Et puis, fin de la course, on avait fait rapatrier une scie circulaire de chez nous. On a découpé Mmh. notre bateau en deux, et puis voilà, on est parti chacun avec notre bout, et puis on s'en est allé. Bon, écoute, tu le dis comme ça avec un peu de détachement, mais j'imagine que ça a dû être hyper dur et hyper brutal en tout cas, tel que tu le racontes. Tu m'as rapidement dit au téléphone que toi tu l'avais vécu assez difficilement aussi. Bah, sur le moment, tu le vis pas, enfin, en fait, tu sais pas trop ce qui se passe. C'est après. C'est, bah, après, c'est beaucoup d'athlètes qui l'ont vécu bah, quand ils arrêtent leur carrière. Bah, enfin, moi, je l'ai vécu, je me dis, bah non, ça arrive qu'aux autres. Mais en fait, non, parce que, ouais, tu sais qu'il te manque un truc, t'essayes de le combler par d'autres trucs. Enfin, même si t'as déjà anticipé, même si, par exemple, on travaillait à la SNCF, on avait anticipé, on pouvait avoir un métier, enfin, bah non, en fait, tu sais que, enfin, tu peux pas passer d'un tout au tout comme ça, en fait. Et on n'était pas préparé mentalement, on n'a pas eu de suivi, enfin, on était lâchés, en fait, on a été lâchés. Et c'est ça le plus frustrant. Et oui, à un moment donné, enfin, il y a même pas eu de call, il y a même pas personne qui a pris de notre nouvelle au niveau fédéral. Enfin, en fait, c'est ça qui est fou, quoi. Parce que toi, tu donnes tout, Ouais, tu représentes la nation, tu représentes ton pays, tu représentes ta fédération, tu représentes ton club. Mais c'est ça. Mais après, c'est là que tu fais le tri aussi. Euh, c'est là que tu dis, bah en fait, ouais, en fait, c'est là que tu vois vraiment les personnes qui comptent. Et c'est là que, bah moi aussi, j'ai fait un tri dans ma vie, quoi. Parce que je me suis dit, bah ouais, donc lui, ok, lui, il était là juste quand je gagnais. Lui, il était là pour les paillettes, et puis lui, non, quoi. Donc c'est ça aussi, ouais. du coup, qui m'a fait relativiser. Et puis, bah, après, tu repars, en fait. C'est comme, je suis reparti sur autre chose. Et puis voilà, c'était il y a il y a pas que du négatif, ouais, il y a du négatif sur la fin, comme ça. Mais après, il faut regarder aussi le positif qui y avait là-dedans. Et il y a eu beaucoup de positifs durant toute une carrière. Enfin, toute une carrière, elle est, elle est géniale pour moi. Et puis après, c'est une source inépuisable, quoi, même à l'heure actuelle dans mon nouveau poste. C'est ça qui est top. Ouais. Ouais, bah, tu l'as mentionné du coup, moi je trouve que tu rebondis plutôt bien, puisqu'aujourd'hui tu es manager dans une des plus grandes équipes de e-sport, qui s'appelle Vitality. Est-ce que tu peux, bah, du coup nous raconter un peu l'histoire de ta reconversion, à partir du moment où effectivement, bah, tu vas découper ce canoë jusque, bah, aujourd'hui, et enfin peut-être plutôt, jusqu'au moment où tu commences à travailler avec, cette, team de e-sport du coup? Ouais, mais bah, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts entre-temps. Pourtant, Euh, c'était assez rapide, quoi, j'ai ouais, l'impression. bah ouais, oui et non, ouais, il y a eu une année, je pense, du moment où j'ai découpé mon bateau jusque ouais, il y a eu un an. Donc en gros, ça fait 2 ans, je pense. Ouais, ouais, ça devait OK. faire dans les 2 ans en fait. Donc pendant toute l'année où j'ai rien fait entre guillemets, en fait, j'ai testé de travailler à la SNCF bah, sur un poste qui m'était donné pour lequel j'avais candidaté, mais ça a pas marché, enfin où moi j'étais pas prêt, et du coup bah j'ai décidé de partir, et derrière bah Mmh. j'ai trouvé mon exutoire dans le sport, dans les autres sports en fait. Depuis que j'ai découpé le bateau, je suis jamais remonté dans un bateau, et j'ai fait parce qu'en OK. fait le plus dur ça aurait été de voir la descente en fait, la descente du niveau, tu vois. Ça aurait été de plus en plus frustrant parce qu'on avait atteint un tel niveau que bah on pouvait tout faire, quoi. Et le plus frustrant, ça aurait été de Ouais. retourner dans un bateau et puis de voir le gap, quoi. En fait, à chaque fois quand t'arrêtes un peu le sport, quand tu fais une pause, à chaque fois il y a un gap. Mais là, le gap, il aurait été trop énorme. Et puis même, enfin, je me serais battu pour quoi? Pour les championnats régionaux, maximum nationaux, quoi. C'était plus mon truc. Du coup, bah ouais, je me suis mis des petits défis, quoi. Direct après avoir découpé le bateau, je me suis inscrit à un Xterra, donc à Xonru, donc c'est dans les Vosges. Donc c'est de la nage dans un lac. Après tu fais Ah ouais. du VTT, puis après du trail.
Et je m'étais en trail, je me débrouillais pas mal. La natation, je me suis mis du coup. Et puis VTT, par contre, j'étais nul, largué. Il y a des mecs qui me doublaient, j'étais fou quoi. Et ça m'a donné envie. Et du coup, au même endroit, enfin juste à côté à Gérardmer, dans les Vosges, toujours pareil, il y a un triathlon tous les ans en septembre. Et du coup, j'ai participé à ça, j'ai testé. C'est une sacrée aventure. Il y a eu de la natation dans le lac au milieu de 500 personnes, enfin de 1000 personnes même. Ouais, c'était une expérience assez fou, assez folle. Et puis qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai fait du après cet objectif-là, après j'avais plus grand-chose. Du coup, je me suis dit tiens, il me faut un nouvel objectif sportif et du coup, je me suis entraîné en ski de fond à gogo et j'ai fait la Transjurassienne. Pareil, c'était une première expérience. Enfin, j'étais comme un gosse qui découvrait un nouveau monde. Quand t'arrives là-bas, tu sais pas trop. Enfin, le fart, les skis et tout. C'était pas mal. Et puis après, je me suis mis en tête de faire le marathon de Paris. Ouais, j'ai plein de défis sportifs en fait, et plein de sports différents. Et après, il a bien fallu pas remonter sur le cheval, mais voilà, le sport c'est bien, mais bon, ça fait pas tout. Et du coup, je voulais trouver un monde dans lequel mes compétences seraient utiles. Et j'avais une appétence pour les jeux vidéo, enfin j'ai toujours d'ailleurs. Et je me suis dit tiens, ce monde a l'air assez fou. En fait, c'est un peu un monde parallèle. Et du coup, ouais, j'ai essayé de contacter 2-3 personnes et puis ouais, la Néo, donc Fabien Néo, un des piliers de ce club m'a contacté pour ce poste. Ok. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé à cet univers? C'était peut-être le fait qu'il y ait d'autres sportifs de haut niveau qui y soient passés? Est-ce que toi, tu étais un gros joueur? Qu'est-ce qui a fait que tu y es allé? Non, c'est juste simple curiosité. Ouais, il y a Ok. Yannick Agnel au même moment qui est entré chez MCES, donc une structure qui est passée à Marseille. Moi, j'ai jamais été un gros joueur. Alors oui, on jouait, j'ai mal répété, je sais pas, Call of Duty, bien PES ou FIFA, ou Mario Ok. Kart sur Wii avec les potes quand on était en coloc pour décider qui allait faire ou pas faire la vaisselle. Mais non, j'étais puis après on n'avait pas trop le temps, tu vois, avec les entraînements, la récup, t'avais pas trop le temps de jouer. Après ouais, j'ai eu souvent une console portable, que ce soit Game Boy ou Switch ou quoi, mais non, rien de plus. Ok. Et c'est juste une appétence, une curiosité qui m'a fait aller dans ce monde, quoi. Alors, au début, je me suis surpris à regarder des vidéos, ça se faisait pas trop encore, mais des mecs jouaient. Après, je connais Ouais, du pas stream. tout, c'était sur LoL ou des choses comme ça, mais même sur Counter, quoi, je connaissais pas trop. Et puis après, ouais, une fois que je suis rentré dans le système, c'est comme tout, quoi, c'est addictif, et puis tu prends part au truc, donc les mecs, tu les côtoies quotidiennement, donc t'as envie qu'ils gagnent, donc ouais, t'arrives à vibrer. Puis même quand je suis allé sur mes premiers événements, t'es dans des salles où il y a 16 000 personnes, enfin c'est le show, quoi, le e-sport c'est le show, et ouais, c'était vraiment impressionnant. Ah ok, ouais, mais c'est sûr que c'est un monde complètement différent peut-être de ce que toi t'as vécu. Euh, est-ce que, euh, est-ce que, est-ce que tu penses que le fait qu'ils aillent chercher justement des sportifs de haut niveau comme toi, c'est un peu parce qu'ils essayent de professionnaliser ces jeunes, parce que généralement ils sont quand même très jeunes, et peut-être est-ce que toi aussi tu as un rôle un peu peut-être de mentor aussi par rapport à eux? En fait, je pense que le e-sport est un moment clé. C'est un moment où, oui, il y a du show, il y a du public, mais il faut, comme dans le sport traditionnel, il faut sans cesse se renouveler et puis aller chercher des tactiques, des techniques. D'ailleurs, parce qu'à un moment donné, enfin, tout le monde a les mêmes stratégies. Et les mecs jouent contre des équipes professionnelles tous les jours, donc il faut sans cesse se renouveler pour pas tomber dans l'oubli ou bien pour stagner. Donc ouais, il faut chercher ailleurs, comme nous, tu vois, dans le sport tradi avec Gauthier. À un moment donné, on s'est dit voilà, enfin, qu'est-ce qui à un moment donné va faire qu'on va être meilleur que les autres, quel petit plus on va mettre en place. Et on a travaillé avec une orthoptiste pour muscler notre vue. Et Ok. c'était juste après les Jeux 2016. Est-ce que ça nous a aidé à devenir champion du monde ou quoi? On peut pas le quantifier. Mais après, voilà, ça, je pense que, enfin, je suis intimement persuadé que ça fait partie de notre performance. Et c'est quelque chose qui a fait que
c'était une spirale positive, quoi, tu vois. C'est un petit plus dans notre sac. J'aime bien parler un petit plus. À un moment donné, quand tu prends le pli, quand tu arrives à aller au lit avant minuit, parce que tu sais que les heures avant minuit sont plus récupératrices, ben voilà, c'est encore un petit plus dans ta besace quand tu t'apprends à bien manger, à manger sainement, à des horaires fixes, ben c'est un autre petit plus. Donc il y a plein de choses qui font que la performance est au rendez-vous. Et même dans le e-sport, on parle de performance, donc tu as facilement beaucoup de passerelles entre ces deux mondes, ouais. Ok, ouais, ok, je vois. Et du coup, c'est des choses que t'es allé ramener, toi, de ton expérience. J'imagine que l'orthoptiste, notamment, ça doit être hyper utile pour eux, non? Ouais, c'est des choses qui seront faites plus tard. Là, on essaie de reprendre des basiques au début et puis après pour monter en compétences. Mais je suis pas le seul. Moi, je suis le manager de l'équipe, donc j'ai aussi un rôle sur la relation avec la structure, mais aussi avec les organisateurs de tournois. Donc moi, mon but du jeu, c'est Ok, que les joueurs n'aient qu'une seule chose à penser, c'est d'être performant à un moment T donné. Donc tout autour, ok, comme quand on est athlète, hein, à gérer les déplacements, etc. Donc c'est beaucoup de choses, mais c'est c'est faire en sorte, ouais, qu'ils aient aucun souci à ce moment T où il faut qu'ils soient performants. Et on a aussi une cellule performance autour de nous. Donc il y a des personnes. Moi, tu vois, je suis pas du tout apte à mentalement les coacher, à les écouter. Donc il y a un préparateur mental qui est là. Ouais, il y a toute une équipe. On a une équipe d'encadrants quand on le coach, l'assistant coach. On est 7 pour 5 joueurs. ok, Donc ouais, ils sont bien encadrés. Donc ils ont pas le droit de faire un pas de travers. ok, ouais. Mais c'est marrant un peu l'essor, franchement, du e-sport. Je trouve ça hyper intéressant à analyser parce que tu vois, nous deux, on vient un peu d'une génération, je pense, la génération qui est juste avant, tu vois. Aujourd'hui, là, les joueurs de e-sport, ils ont tous entre 15 et 20 ans, j'ai l'impression. Donc, c'est vraiment une génération juste après. Et, moi, j'ai mis vraiment du temps avant de comprendre pourquoi il y avait autant de gens qui allaient suivre les streams. Comment est-ce que ces gens faisaient pour amener autant de foule quoi autour d'eux. Et je pense, je commence un peu à cerner un peu, tu vois, le, ce qui plaît aux gens de regarder en fait. Donc, Ouais, et après, il faut pas hésiter. Comme tout dans la vie, quand on dit j'aime pas et on n'a pas testé ou on n'a pas goûté, que ce soit un aliment ou une tactique d'entraînement ou autre, c'est pareil pour les sports. Il ouais, faut pas dire j'aime pas ou c'est nul ou bien c'est juste des mecs bons à manger des chips. Et parce que ça, c'est pas moi qui le dis, hein, je l'ai entendu. Et je leur dis ouais, non. Et à un moment donné, va dans un événement et tu vas voir que c'est des mecs qui s'entraînent tous les jours. En termes d'heures d'entraînement, ils s'entraînent beaucoup plus que moi. Mais après, ouais, ouais, il y a encore des choses à faire, à apporter. Et c'est ça qui est bien, c'est que ils sont juste au début le e-sport est juste au début de son ère entre guillemets. Et ouais, il y a beaucoup de choses à faire. Et puis, ouais, je vous invite tous à soit vous rapprocher des structures, à regarder ce qui se fait et à suivre des événements, surtout à aller des événements en live, parce qu'il y en a partout. Enfin, il y en avait partout en Europe. Mais même ouais, là, tu vois, là en ce moment, on est dans un tournoi, donc vous pouvez regarder sur les comptes Twitter, parce que tout le monde, tout ce monde est vraiment présent sur les réseaux sociaux. Donc il y a des annonces sur les cool. horaires des matchs et c'est souvent sur Twitch que vous pouvez regarder ça. Je vous invite à regarder. Et on se prend vite au jeu. Et puis voilà, Vitality est une équipe française, donc on est un peu chauvin quand même, hein. Et donc n'hésitez pas à suivre et puis ouais, à vous intéresser un petit peu. Après si ça vous intéresse pas, au moins vous aurez l'honneur d'avoir testé. Bah ouais, c'est clair, c'est clair. Mais, euh, mais en tout cas, c'est marrant de voir que ça se démocratise autant. En plus, il y a toute une ère sur la data, tu vois. Toi, tu dis effectivement, ouais, est-ce que ça m'a aidé de voir une orthoptiste? Est-ce que ça m'a aidé de dormir une demi-heure de plus avant minuit? Bah eux, tout est monitoré, quoi. Donc ils ont encore plus de données qui sont enregistrées, donc tu peux voir tout de suite
euh, un peu les différences de perf. Donc je pense qu'il y a toute enfin c'est comme tu l'as dit, c'est au tout début quoi. Mais moi je suis un peu curieux du coup, vu que vous êtes, vu que je connais peu encore cet écosystème, ça ressemble à quoi une journée de manager d'une team de Counter Strike du coup? Bah moi en fait le but du jeu c'est que tout soit prêt en amont. Après en ce moment c'est assez compliqué parce que je suis pas avec eux physiquement, donc c'est des échanges soit sur le vocal parce que on se rejoint sur un vocal pour parler ensemble, ou bien sur le visio quand on Ok, fait des séances de sport. Mais là en général les gars le matin ils sont en autonomie je dirais. Souvent ils ont rendez-vous à 11h pour soit débriefer les entraînements de la veille ou un match, ou bien pour briefer la journée parce qu'ils jouent sur plusieurs cartes différentes, et donc pour ouais, vraiment briefer ce qu'ils vont faire sur les cartes du jour. Après donc il y a la pause déj midi, et à 13h ils attaquent une prac, on appelle ça. Donc ils s'entraînent contre une autre équipe professionnelle sur une carte, et puis voilà ils testent des trucs, ils mettent en place bah, comme nous quoi, des théories, des choses qui pensent qui vont marcher, parce que donc dans le jeu ils sont 5 et ils doivent être parfaitement synchronisés. Donc la communication est vraiment vraiment importante là. Donc la communication dans l'action, surtout bien communiquer, pas qu'il y ait de déchets, pas qu'il y ait de fausses communications, de communication qui ne sert pas à avancer. Donc c'est de la communication effective qu'il faut. ouais, Et donc là ça c'est de 13h à 15h, ils ont une pause à 15h. Vers 15h30, 40, ils se rejoignent sur le vocal pour débriefer donc ces deux entraînements qu'ils viennent de faire. Et puis la dernière session d'entraînement de la journée de 16h à 17h, celle-là on va dire, c'est comme une simulation de match officiel. Donc vraiment être à fond. Là, c'est plus on teste les choses, c'est on les applique en fait. Et la journée en général se ok, finit à 17h. Et puis bah là, c'est vraiment, on leur dit de déconnecter, d'axer sur la récup. Il y en a qui vont plus faire du sport, par exemple. Il y en a qui vont plus se faire un spa. Il y en a qui vont juste chiller. Donc ouais, c'est vraiment après propre à chacun. Et des fois, oui, on fait des séances de sport tous ensemble. Donc bah il y en a qui disent oui, moi j'aurais préféré faire le soir ou le matin. Donc comme chacun est plutôt libre. Mais des fois, voilà, pour les recentrer tous ensemble. Et après, bah moi je leur communique des séances de sport qu'ils peuvent faire individuellement. Mais ouais, là pendant ce moment bizarre qu'on vit, ouais, ils sont un peu plus en autonomie, et puis ça permet un peu de les responsabiliser aussi. ok. Ouais, ouais. Ouais, bah en tout cas, j'ai vraiment l'impression que c'est des vrais sportifs pro, quoi, avec un contrat, avec des horaires. Ça rigole pas, quoi. Et surtout qu'ils ont l'air vachement bien encadrés. Euh, dis-moi si je me trompe, mais à côté, ils essayent de développer un peu leur culte, comment dire, leur communauté personnelle, ou c'est vraiment quelque chose de différent, les streamers justement sur Twitch qui vont avoir beaucoup de viewers et de gens qui vont les suivre pour regarder leur partie, ou est-ce que eux justement ils sont vraiment dans une bulle et sont vraiment sur du professionnel et ils essayent pas du tout de créer de communauté? Non, ils ont une communauté, c'est ça aussi qui est assez différent. Enfin, avec moi plutôt mon sport moi, mais ouais, ils ont une communauté qui les suit. Après, la communauté peut être souvent, il y a des fois, il y a la communauté, elle peut être toxique, quoi. Quand il y a les bons résultats, bah, la communauté est là, elle les encense, et ils peuvent être des dieux. Et le lendemain, ils perdent un match ou ils sont pas bien. Et ben, ils se font bâcher sur les réseaux sociaux. Donc c'est ça un peu aussi le danger. C'est notre but aussi, c'est de les préserver de Ouais, ça, et de leur dire bah attention, parce que beaucoup ils aiment lire ce qui se passe. Et c'est de leur dire bah faites attention. La vérité, elle sort plus de la bouche du coach que des personnes sur les réseaux. Donc il faut faire très très attention à ça. Et, ouais, il y en a ouais, beaucoup enfin beaucoup. Il y en a deux dans l'équipe, je pense, qui streament sur leur jeu ou bien sur d'autres jeux, mais en général, ouais, c'est pas. On leur demande de pas trop passer le temps parce que ça prend de l'énergie. Donc ouais, ouais. ils doivent des fois se recentrer un peu plus sur le jeu. Mais non, non, c'est aussi assez contrôlé. On sait quand ils le font, donc y a pas de souci avec ça. Et ouais, la communauté est vraiment présente. Et ça c'est, ouais, je l'ai remarqué. Ça m'a surpris ouais, un peu au début.
Ok. Bon, en tout cas, écoute, je suis assez surpris par cette reconversion. Je vois que tu t'es sorti vraiment de ta zone de confort et que tu t'es vraiment approprié ce nouvel univers et bah écoute, ça fait plaisir à entendre et c'est bien de le découvrir sous le prisme, en tout cas d'un sportif de haut niveau. Je trouve que c'est marrant d'avoir ta vision des choses et c'est hyper intéressant en tout cas. Donc effectivement, j'encourage, comme tu l'as dit, les auditeurs à aller se renseigner un petit peu et peut-être porter un regard neuf, peut-être sur le e-sport et de voir un petit peu ce qui se fait. Euh, J'arrive à la fin et puis je sais que t'es quand même assez occupé et que tu dois avoir une bonne séance de home trainer à faire aujourd'hui. Euh, du coup, à la fin, j'ai des questions qui sont posées par les auditeurs. Il y en a une petite dizaine. Est-ce que ça te dit de te prendre au jeu? Ouais, pas de souci, allons-y. Ah, est-ce que... Allez. La première, c'est de savoir c'est quoi une bonne journée pour toi? Bah, une bonne journée déjà, c'est une journée où j'ai fait du sport. Ça, c'est même si des fois je m'octroie une journée de repos, mais ouais, c'est compliqué même psychologiquement de passer une journée sans faire de sport. Après ouais, il y en a, hein, parce que des fois j'ai pas le temps, ou bien des fois on est en voyage. Mais après dernièrement là, enfin la dernière année, donc ça fait bien, ouais, ça fait bientôt un an que je suis chez Vitality. On a beaucoup voyagé et les bonnes journées pour moi Ouais. c'était bah par exemple quand où j'ai une ville où ouais, j'ai eu un feeling de fou quoi. C'était à Chicago, on a été à Chicago. Je sais pas c'est trop bizarre, mais la ville elle m'a donné trop bonnes ondes quoi. J'ai été courir direct. J'ai découvert un endroit où on pouvait nager, donc enfin j'avais rien du tout. J'allais en calbut nager. Il y avait plein de personnes qui nageaient le matin avant d'aller au bureau. Donc ouais, j'étais nager. Le dimanche, on était à Chicago. Il y avait un semi-marathon. J'ai pas réussi à m'inscrire. Je suis dit, allez, je vais moi-même faire mon semi-marathon. Et ouais, on a fait plein de Ouais. villes, de nouvelles villes que moi j'avais jamais faites. Et ouais, je prenais un malin plaisir à découvrir ces villes en courant, quoi. Ok. Le Ouais, bah c'est vrai petit que plaisir coupable de la journée. non mais c'est vrai que on le dit pas assez, mais j'ai le même plaisir que toi. En fait, moi, quand je voyage, mon plus gros plaisir, je crois, c'est d'aller chausser mes baskets, même après 10 heures d'avion. Tu vois, je suis content d'aller me mettre mes baskets et d'aller courir, d'aller visiter la ville comme ça. Tu vois, les gens ils te regardent un peu, ils se disent ah non, c'est qui lui. Ils voient tout de suite que t'es un peu un touriste, que tu regardes à droite à gauche, des fois tu sais pas trop où tu vas. Mais ouais, gros plaisir. Ok, donc je retiens en tout cas pour Chicago que je connais pas. Euh, Est-ce que tu avais un gris-gris pour faire retomber la pression ou un porte-bonheur? Non, du tout, j'ai rien de tout ça. C'est juste, par exemple, pour les Jeux de Londres, je l'avais fait. En gros, bah, à Londres, on y allait beaucoup de fois avant pour s'entraîner. Et j'avais remarqué au loin un poteau électrique. Et je me suis dit, bah tiens, le poteau électrique, il est là aujourd'hui. Je m'entraîne. Même il pleuvait, je pense, le jour-là à Londres. Et je me suis dit, bah le poteau là, le jour des Jeux Olympiques, le départ, enfin le jour du départ, il sera là aussi. Donc je le regarderai et ça me fera me en fait, c'est comme c'était un point d'ancrage, quoi. Et je me dirais, bah tiens, il est là. Ouais. J'ai juste à faire ce que je sais faire, ce que j'ai à faire. Et ah ouais, le jour des jeux, je sais pas, il est avant 30 secondes avant le départ, j'ai regardé le truc et je dis, ah bah tiens, il est là. Lui, il est là, moi je suis là. Allez, il n'y a plus qu'à dérouler notre partition. Ok, ok. Donc les points d'ancrage. Est-ce qu'il y avait, est-ce que t'avais une idole sportive quand t'étais plus jeune? J'avais pas une idole. Moi, j'ai toujours, enfin, à chaque fois, on me demandait quand j'étais jeune enfin, le sportif que tu préfères. À chaque fois, je disais Roger Federer. Après, je pense on est beaucoup dans le cas là. Et après, bah, dans Ouais. notre sport, forcément, il y a des personnes qui ont marqué notre sport. Tony Estanguet, même quand j'étais jeune, bah, déjà en 2000, je regardais les jeux, parce que je faisais déjà du canoë-kayak, donc j'ai regardé les jeux de Sydney. Et puis aussi donc en canoë biplace, on a eu enfin une paire française aussi, mais bon, c'était un peu avant que je regarde. Mais du temps de Sydney, c'était les frères Horschorner, donc des Slovaques, qui ont gagné 3 fois les Jeux Olympiques d'affilée. Donc ouais, c'est des personnes après à un moment donné, on arrivait un peu à leur niveau, après on a réussi à les battre. Donc ouais, c'était quelque chose qui était, Ouais. bah, ils étaient là pendant toute notre carrière à nous, quoi. Même ils étaient là avant, ils avaient déjà gagné 3 fois les jeux. C'est des personnes qu'on respectait et puis qu'on regardait aussi.
Ah ouais, attends, ils avaient gagné 3 fois les Jeux Avant que moi avant que toi, tu j'arrive, en arrives sur fait. le circuit? Ouais, ouais, ils ont gagné Ah en ouais, donc 2000, ils ont terminé 2004. leur carrière à quel âge? Bah, en 2016, ils étaient pas là, parce qu'ils sont pas sélectionnés, c'était d'autres Slovaques et c'est d'autres Slovaques qui ont gagné. Mais en 2012, Ouais, bah, eux, ils font troisième, nous on fait quatrième. OK, d'accord, ouais. Ouais, Ils ont donc dominé la catégorie, comme personne d'autre, en fait. OK, d'accord. Ouais. Bah, écoute, j'irai voir une vidéo d'eux pour voir à quoi ils ressemblent. Heu, est-ce qu'il y a eu un déclic, un moment dans ta carrière ou un moment qui a été un peu plus décisif dans ta progression vers le titre de champion du monde et cette médaille olympique? Un déclic, non. Après, en 2015, je suis devenu papa. Donc, bah, c'était pendant les championnats du monde 2015. J'ai loupé l'accouchement parce que j'étais au championnat du monde. Ah ouais, OK. Je suis arrivé juste après, en fait. J'ai fait ma course, on a fait troisième. Et puis entre-temps, j'ai appris que ma compagne était à l'hôpital. Et du coup, bah, on a fait la course par équipe qu'on a gagnée. Et directement, enfin, on a passé la ligne d'arrivée. On n'a pas arrêté de sprinter avec Gauthier. J'ai débarqué du bateau, j'ai pris mes affaires. J'avais juste un short, un t-shirt parce que je partais pour la compétition du jour, quoi. Et j'ai même pas Ah assisté au ouais. podium. On m'a amené dans un avion. Et puis je suis arrivé, j'étais papa, quoi. Et le matin, j'étais prêt pour ma course et le soir, j'étais papa, je changeais ma première couche. Et c'était Ouais. pas là un moment qui a changé, mais c'était après, quoi, le regard que j'avais sur l'entraînement, sur plein de choses. Enfin, c'est évident, en fait. C'est bateau à dire comme ça, mais ouais, il y a plein de choses qui changent, quoi. Même sur la manière de s'entraîner, sur relativiser quand ça va mal, sur même la manière, ça va encore plus loin sur la manière de consommer. Parce qu'après, juste après, avec Gauthier, on a créé notre marque textile, donc 100% Ouais. vosgienne. Donc c'était quelque chose qu'on avait en nous et ouais, d'essayer d'apporter notre pierre à l'édifice, quoi. OK. Elle tourne toujours votre Ouais, marque, ouais, c'est une marque d'ailleurs? qui s'appelle Cocotte, donc Kokot. Et puis ouais, elle OK. tourne. Bah là, bon, en ce moment on ralentit, mais ouais, on a fait trois collections déjà, un suite, une parure de lit et un t-shirt. Donc les suites, on a tout vendu. Et là, il nous reste des parures de lit et des t-shirts. Donc tout ça a été fait 100% dans les Vosges. Et ce qui était intéressant, bah c'est nous qui avons tout fait, quoi, qui avons été démarchés, qui avons été voir les couturières et c'est vraiment impressionnant tout le savoir-faire qu'on a et on le sait pas en fait. Enfin, même nous, on le savait pas au début. On OK. était parti juste d'une idée. Et puis ouais, d'aller faire tout nous-mêmes physiquement, c'était top. Et puis en fait, c'est tout ce qu'on avait fait en théorie à l'école. Et puis là, on le faisait en vrai. Et puis de voir vraiment les produits, de tout suivre, quoi, de l'idée à la conception à la livraison, c'est encore nous. Enfin, c'est nous qui livrons tout. Et ouais, c'est vraiment, ça apprend sur toi et puis sur tout ce qu'il y a autour. Ça, c'est vraiment top. OK, ouais. OK. Est-ce qu'on ferait, un petit code promo pour les auditeurs? Est-ce que c'est possible? Bah ouais, pas de souci. Il y Je sais que ça fait a de quoi faire. allez, bah, on en reparle, hors ligne, mais on se dit que, allez, extraterrien, si c'est possible d'avoir un petit code promo, allez faire un petit tour, sur le site de Cocotte, du coup. Hem OK, trop cool, trop cool. Mais je savais pas du tout cette partie-là de ta vie, donc je suis je suis hyper surpris et en tout cas, enfin, je trouve ça cool, ce petit côté un peu entrepreneurial, mais ça se sent que tu es assez hyperactif et du coup, quand on aime bien touche à tout, qu'on est un gros bosseur, moi je me reconnais pas mal en toi. Mais du coup, j'ai une question, c'est comment est-ce que tu le récupères et comment est-ce que tu libères un peu la pression? Comment est-ce que tu te vides la tête? Bah, en allant faire du sport. Non, mais c'est vrai, Moi, quand je sais pas pour toi, mais c'est ma bulle d'oxygène, vas-y. quoi, en allant courir tout seul en montagne. Enfin, c'est là que je décompresse, puisque soit je pense à rien, soit je mets mes idées en place, et dès que je fais ma séance de sport, je reviens, je suis prêt à travailler à 100%, quoi. Après, ce qui est bien avec Ouais, avec mon poste actuel, c'est que, ah oui, il y a des créneaux, je voyage beaucoup, mais quand je suis à la maison, je fais du télétravail et ben moi j'aime bien me lever tôt le matin, aller courir ou emmener ma fille à l'école et aller courir et après je me mets au boulot et je suis prêt pour toute la journée, quoi. Il y a pas de souci. Et ouais, ma OK. journée l'organiser comme moi je le consens après on peut en reparler des heures et des heures, hein, sur tout ce qui est le télétravail, sur l'organisation personnelle, mais il y en a qui préfèrent travailler très tôt le matin et puis finir plus tôt, mais moi je suis partisan
de laisser faire les personnes. Et après, bah oui, il y a des dérives et il y en aura, mais ouais, que la personne se sente épanouie, et je pense qu'elle sera plus efficace au travail, c'est important. Ouais, c'est clair. C'est clair. C'est une question que j'aime bien, c'est savoir, est-ce qu'il y a un autre sport que tu aurais aimé pratiquer à haut niveau? Pas la natation déjà. C'est dit. OK. Non, bah tout ce qui est ouais, biathlon. Après, je sais pas. Enfin, à haut niveau, après c'est compliqué de dire à haut niveau parce que à haut niveau, il y a. Moi, j'aime bien tester les sports. Enfin, je suis un féru de sport et de tester, mais à haut niveau, c'est le niveau, c'est compliqué quand même. Faut pas se cacher, faut pas dire Ouais, c'est autre tout chose. beau tout rose. C'est le haut niveau, c'est Ouais. compliqué, donc ouais, ça engrange derrière beaucoup d'engagement. Donc, et puis chaque sport de haut niveau a ses spécificités au haut niveau justement. Donc, je sais pas. Là, je sèche un peu. Mais après, si on parle juste Mmh. ce qui me ferait d'être fort dans un domaine, non. Est-ce que tu vois, est-ce que ça sera un sport sur les Jeux Olympiques? Je sais même pas, tu vois. Parce que moi, j'ai pas trop un esprit artistique. Ouais. Je suis plutôt cartésien, quoi. Ça aurait été plus, ouais, bah, si t'aurais un truc freestyle, pourquoi pas, tu vois. Parce que moi, les freestylers ou quoi, je les assimile à des artistes, en fait. Bah, tu vois, un peu, ouais, freestyle, quoi. Un skieur, parce que skieur, bah voilà, il peut OK. aller s'amuser dans la poudreuse, un skieur multifacette, quoi. Pas mal, ça. Puis, OK. je suis pas un OK, grand OK, ça skieur, roule. alors, si on peut choisir, c'est pas plus mal. OK. Bon, bah, OK, plutôt cool, original comme réponse. C'est vrai que tu es allé chercher un sport, complètement différent de ce que tu fais. Heu, Comment est-ce que tu te vois, toi, dans 10 ans? Euh, dans 10 ans. En 10 ans, on sera Allez, 5 si tu veux, en si c'est trop long. 2030. Je sais pas, parce que tu vois, il y a 5 ans, en 2015, il y a 5 ans, bah, j'étais pas encore au summum de ma carrière. Donc il peut se passer tellement de choses que, bah, Ouais, c'est vrai. c'est comme tout à l'heure, quoi. T'as beau avoir un plan théorique dans la vie comme dans le sport, il se passe généralement, ça se passe pas comme prévu. Donc le but du jeu, c'est de sans cesse se réinventer et de rebondir, quoi. Donc Mmh. enfin, même, tu vois, tu me dis t'as déjà baissé de 2 la période, même si tu me dis dans un an, j'en sais rien, en fait. Et c'est ça qui est top, c'est Ouais. ça qui fait, et puis même, tu vois, si on me dit, ouais, dans 5 ans que t'as le droit de choisir, qu'est-ce que t'as envie de faire? Bah, ça va être frustrant de savoir, parce que t'as plus la place à l'imprévu, justement, c'est ce qui fait un peu la beauté de la vie, que tu sais pas ce qui peut arriver, et puis, justement, tout est possible. C'est ça le plus important, de se dire que tout est possible. Bah, je sais pas, dans 10 ans, s'il faut, je serai en train de piloter des montgolfières. Allez. Écoute, c'est tout ce que je te souhaite parce que la montgolfière, c'est un super kiff. Je sais pas si tu en as déjà fait, mais Non, du tout. heu, c'est vrai? Jamais fait? Non. Beh, écoute, je te recommande si tu as Ah ouais, je l'occasion, connais que lui en plus, durant qui de a tes fait voyages. montgolfière, donc Bah, écoute, si tu as l'occasion durant un de tes voyages en Australie ou peut-être en Turquie, ça fait partie des plus beaux spots du monde, ou même aux États-Unis, je sais qu'il y a des super spots de montgolfière. C'est un des plus beaux moments de ma vie, donc allez. si un jour on te propose, tu dis oui tout de suite. Et est-ce que tu te souviens du meilleur conseil qu'on t'ait donné? Il peut y en avoir plusieurs. Non, en fait. Non, parce que souvent, tu vois, pareil, à chaque fois avant les jeux, on nous demandait, ouais, donne une citation. Bah, ça m'a marqué, mais en 2012, on m'a dit, donne une citation. Du coup, bah, c'est pareil, j'ai un peu séché au début, je savais pas trop. Et là, j'ai trouvé un truc, je sais plus si ça venait de moi, enfin, d'un livre, c'est sûr que ça vient de pas moi, si ça venait d'un livre ou bien si c'est mon coach qui me l'a dit, je sais plus trop. Mais c'était une citation d'Oscar Wilde. C'était vise la lune parce que même en cas d'échec, tu tomberas dans les étoiles. En gros, ça veut dire plus tu vises haut, et même si en cas d'échec, tu tomberas quand même dans quelque chose. Et bah du coup, à Londres, Ouais. pas de peau, on fait quatrième. Bah, je me suis dit, j'ai eu Ouais. beau viser la lune, je suis quand même pas tombé dans les étoiles, je suis tombé au fond d'un gouffre, quoi. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est Ouais. n'importe quoi son truc. Ou bien je l'ai pas compris, ou bien c'était n'importe quoi. Et du coup, je me suis dit, Ouais. bah, plus jamais je vais retenir une citation, et je vais juste
toi, c'est encore l'esprit cartésien, quoi. Je vais juste faire mon job, je vais juste taffer, et puis à la fin, on fera les comptes. Ok, Mais après, c'est moins des ça marche. citations qui m'ont marqué, c'est plus des remarques d'autres personnes. Je me rappelle des personnes, je ne citerai pas, mais qui nous ont dit, Gauthier était là, mais ouais, de toute façon, vous ferez rien. Enfin, toi, au début de notre carrière, quoi. Et je veux pas dire que c'est grâce à eux ou bien c'est ce truc qui m'a fait faire tout ce que j'ai fait, mais intérieurement, quand il me l'a dit, le coup où les personnes, à plusieurs occasions, on s'est déjà entendu dire ça, je dis bah tiens, tu vois. Et après, j'ai oublié, mais des fois, tu y repenses parce que c'est des trucs justement qui ont marqué, donc c'est pour ça que ça me revient des fois. Et du coup, bah tiens, voilà ce qu'on a fait. Mais c'est à la fin, Ouais, bah, tu fais les comptes. ouais, bah carrément, carrément. Mais en tout cas, c'est une belle leçon. C'est une trop belle leçon. Bon, t'as dit que t'aimais pas trop effectivement peut-être les livres ou les films, mais est-ce que là récemment, t'as lu un livre ou t'as regardé un film qui t'a un peu inspiré? Ah ouais, si, moi je suis totalement livre, je suis à fond. Là. Dans cette période, je suis déjà à 2-3 livres. Mais ouais, Ok, si je peux ressortir un des livres, c'est un peu un roman initiatique, c'est Le Guerrier Pacifique de ok, qui est pas mal de Socrate. Enfin, avec Socrate dedans, c'est un livre de Dan Millman. Si tu l'as ok. pas lu, je t'invite à le lire, il est top. Je l'ai déjà relu 2-3 fois. Il est pas mal. Bah écoute, on me l'avait jamais cité, donc super recommandation. Ça a l'air différent de ce que je lis Il d'habitude, doit donc top. coûter 4,71 €, je pense, format poche. Ok, Et sinon, film, pareil, je suis pas tant film, je suis plus, enfin, série, par contre, je suis à fond, quoi. Donc, ouais, niveau série, j'ai déjà ratissé ok. large. Toute Tu la regardes quoi du coup en série, ce moment? j'ai torpillé la série validée sur Canal+, la troisième saison de Ozark, ouais, puis bah Netflix, quoi, de long en large, hein. De toute façon, c'est un peu la facilité, quoi. Donc, ouais, et puis il y a des bonnes séries comme Gomorrah, enfin, c'est des trucs, ouais, ma première série, je me rappelle, c'était Lost. Ma toute première vraiment série où j'ai compris ce que c'était le Ouais, mais concept d'une série. J'ai regardé jusqu'à la fin, tout. Ça finit un peu bizarre, hein, mais ouais, ouais, les premières saisons sont vraiment bien et puis ça se tasse un peu quoi. Ça part un peu dans tous les sens. comme souvent. Ouais, comme souvent, ouais, t'as raison. T'as raison. Bon bah écoute, merci beaucoup Mathieu. J'ai la dernière question, comme je te le disais, pour euh, pour transmettre un petit peu le micro. C'est pas un passage de flambeau comme au jeu, mais c'est plutôt un passage de micro. Qui est-ce que tu me recommandes d'aller interviewer comme sportif pour une prochaine interview? Bah, il y a plein de monde, hein. Là, si tu veux, j'ai un collègue qui est en train d'arriver sur la fin de de sa traversée de l'Atlantique. Donc, il est en train d'arriver en Martinique. Stéphane Brognard? Ouais, c'est Stéphane Prognard. Ouais, ok. C'est déjà prévu, c'est Il déjà arrive prévu. On dimanche attend qu'il soir ou arrive. lundi matin. Sinon, Ouais. après, je te parle de potes de mon cercle proche. J'ai deux potes qui ont fait 2-3 expéditions dans le grand froid. Les frères Rémusa, si ça te dit, c'est photographes naturalistes. Et Ah, génial. sinon, Bah écoute, avec plaisir, ouais, je note. après tous les sportifs, de toute façon, ont une histoire, un vécu. Ils ont tous tiré des leçons, je pense, de leur expérience. Donc, je pense que tout sportif a quelque chose à dire, mais même s'il n'est pas sportif, toute personne, je pense, a son expérience. Donc, beaucoup de choses à prendre. Après, faut faire le tri, quoi, justement. Ok, ça marche. Bah écoute, merci beaucoup Mathieu. C'était un énorme plaisir d'échanger pendant 1 heure et demie avec toi. C'était hyper enrichissant. Je me suis beaucoup reconnu des fois à des moments quand tu racontais des petites histoires et la façon avec laquelle tu les racontais. Donc j'ai passé un super moment. Merci pour ta générosité et puis pour tout ce partage. Bah, pas de souci. Et puis bravo pour tout ce que tu es en train de faire là pour ce nouveau challenge avec Vitality. Il y a beaucoup d'espoir. En tout cas, je sais que c'est une team historique et du coup, je suis sûr que tu vas faire de grandes choses quoi, et que tu vas t'éclater. Bah, écoute, merci à toi et bonne continuation. Et puis, bah, bonne journée à tous, hein. Ouais, salut Salut, Mathieu. salut Bertrand.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao!